Sans plus tarder, on a eu des débats extrêmement riches et extrêmement intéressants qui personnellement m'ont beaucoup intéressé depuis le début de l'après-midi. Et on voudrait clore, après avoir vu la genèse, la réalisation de ce discours du 16 juillet 1995, ses rapports avec la presse et sa place dans l'histoire de France. On voudrait clore cette journée par une dimension un peu prospective, c'est-à-dire ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir à quel point un événement, c'est moins la réalité d'un discours ou d'un fait que la perception, ce qu'en font les gens qui le reçoivent. C'est encore plus vrai d'un acte de discours qui est un performatif et qui a besoin d'être reçu, qui a besoin d'être accueilli, d'être transformé par l'opinion, par les politiques, par une communauté nationale tout entière. Et c'est véritablement le destin de ce discours du 16 juillet 1995. Et nous avons la chance d'avoir ce soir deux acteurs de premier plan j'allais dire, de l'après-discours, de ce qui s'est passé après ce discours du 16 juillet. Alain Juppé, est-il besoin de vous présenter ici en France? Vous avez exercé de très hautes responsabilités en tant que ministre des Affaires étrangères et surtout, j'allais dire, Premier ministre depuis le 17 mai 1995, lorsque Jacques Chirac a prononcé ce fameux discours. Mais on sait également que vous avez été extrêmement actif pour poursuivre, pour transformer ce travail en installant la commission Matteoli et on va voir, je pense que c'est une des particularités qui a déjà été abordée cet après-midi, de voir à quel point le fait d'assumer une responsabilité s'accompagne d'actes de justice, d'actes de réparation. Serge Klarsfeld en parlait tout à l'heure, et vous avez été actif dans cette politique transformant le discours du 16 juillet 1995 en réalité, en véritable travail institutionnel. Olivier Schrammeck, je rappelle que vous êtes conseiller d'État, que vous avez exercé vous aussi de nombreuses fonctions administratives. Vous avez été secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1993 et 1997 et vous étiez directeur de cabinet de Lionel Jospin entre 1997 et 2002 et à ce titre vous avez continué, transformé dans une remarquable continuité de l'État le travail initié par le discours de juillet 1995. Vous avez également été ambassadeur de France à Madrid, autre pays et par certains côtés qui présentent des points de comparaison avec notre sujet de ce soir, parce que je crois que le discours du 16 juillet n'est pas un discours de repentance, n'est pas un discours d'excuse, c'est beaucoup plus profond, et on l'a bien vu d'ailleurs avec ce que nous a dit Christine Albanel, c'est un discours profondément politique, et on voit que nos amis espagnols, vous avez réfléchi d'ailleurs sur les transitions, et vous êtes également membre du Conseil d'État qui a rendu des décisions extrêmement importantes sur la question des indemnisations et la question de la responsabilité de l'État, c'est le versant juridique de notre sujet d'aujourd'hui. Enfin, vous êtes président du CSA et à ce titre-là, quatrième qualité, j'allais dire, pour notre sujet de ce soir, le CSA qui joue un rôle préventif, un rôle de vigilance de cet esprit auquel appelait Jacques Chirac en 1995. Et on voit comment la parole politique doit se transformer pour ne pas rester une parole en suspens. Donc je vous propose de donner successivement pour un propos introductif la parole à Alain Juppé puis à Olivier Schrammeck et puis ensuite bien sûr vous donner la parole à vous. Alain Juppé doit nous quitter impérativement à 19h15 et donc je vous demande par avance pour vos interventions qu'elles soient à la fois les plus brèves et les plus précises et percutantes possibles. Alain Juppé.
Cher Antoine Garapon, je vais essayer de respecter ce conseil. Si je suis obligé de vous quitter, c'est pour la bonne cause, c'est pour rejoindre Bordeaux. Et donc me rapprocher d'Éric de Rothschild, qui m'a fait dire qu'il était là-bas. Je me réjouis beaucoup de passer ce moment en compagnie d'Olivier Schrammeck et d'Antoine Garapon et de vous tous. Et je voudrais vous remercier de m'associer à cette initiative que je trouve extrêmement positive. Je pense qu'il est juste de rappeler que le 16 juillet 1995, Jacques Chirac a prononcé auprès du monument qui rappelle la rafle du 16 juillet 1942 un discours dont on peut dire qu'immédiatement on a perçu la portée historique. Ce mot est un peu galvaudé, mais je pense qu'il s'applique parfaitement à ce discours qui a marqué une sorte de bascule. De moment où la nation rencontre à nouveau son histoire pour lui faire face dans toute sa vérité, pour l'accepter, pour l'assumer et au bout du compte pour mieux se rassembler. Je voudrais aussi remercier le Mémorial de la Shoah pour tout le travail accompli depuis 2005 pour assurer la préservation, l'étude, la transmission de l'histoire et de la mémoire de la Shoah à un moment où le flambeau des témoins directs est en train de passer de main en main. Je serais tenté de dire que ce discours du 16 juillet, je sais que vous en avez fait l'historique dans l'après-midi, qui a provoqué un véritable choc dans le monde politique, et peut-être au-delà dans l'opinion publique, qui a surpris, était d'une certaine manière dans l'histoire, dans le cheminement politique de Jacques Chirac lui-même. Je voudrais lui en rendre témoignage. Cette phrase qui, pour moi, résume le discours « La France ». Ce jour-là accomplissait l'irréparable, est en pleine harmonie, je crois, avec son parcours politique. Aujourd'hui, il est devenu le président de la République le plus populaire. C'est ainsi que les codes de popularité évoluent avec le temps. Je pense que c'est la traduction de quelque chose que les Français ressentent assez profondément, c'est-à-dire son empathie avec les gens, pour utiliser une formule un peu triviale. Ses racines, vous le savez, on se demande si elles sont à droite ou à gauche. Voilà, petit-fils d'instituteur, nourri de radicalisme corrézien, fils spirituel d'un homme de grande culture, Georges Pompidou. Il n'a pas appartenu à la génération de ce qu'on a appelé les barons du gaullisme, même s'il a servi le général de Gaulle comme secrétaire d'État à la fin dans certains de ses gouvernements. C'est cela, je pense, qui lui a donné l'indépendance d'esprit nécessaire pour s'affranchir d'un passé qu'il n'avait pas assumé lui-même, pour remettre en cause une vision de l'histoire née des nécessités de la réconciliation d'après-guerre et pour rompre avec les conformismes ambiants. Mais ces circonstances historiques se greffaient, si je peux dire, sur sa personnalité profonde, qui est celle d'un humaniste authentique, avec ce que cela implique d'ouverture d'esprit et d'ouverture aux autres. Vous vous souvenez qu'il avait une coquetterie qui consistait à se présenter comme quelqu'un d'assez peu cultivé. Il expliquait qu'il aimait surtout la trompette de cavalerie. C'est vrai que je l'ai vu s'endormir parfois à des opéras de Verdi, mais enfin, c'était pourtant un homme de profonde culture, de très profonde culture, et j'étais pour ma part toujours admiratif de la connaissance qu'il avait de civilisations qui ne sont pas dans notre champ culturel habituellement. Les civilisations d'Asie extrême-orientale ou d'Asie centrale ou d'Afrique, bien sûr. Et cette sensibilité à la diversité humaine, à la complexité des cultures, si longtemps tenue secrète, je l'ai dit, par une forme de pudeur un peu provocatrice, inspire en vérité toute sa démarche politique. J'ai été aussi tout à fait témoin de l'attention qu'il a portée aux travaux des historiens sur la Deuxième Guerre mondiale, contributions décisives des uns et des autres, de Robert Paxton et d'autres, et je sais l'estime qui était la sienne pour Serge et Beat Klarsfeld ici présents. À titre personnel, évidemment je suis encore d'une génération un peu différente, je voudrais quand même évoquer devant vous le séisme qu'a représenté dans ma vie. Je utilise ce mot séisme parce que je pense que c'est celui qui a la force qui correspond à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Shoah de Claude Lanzmann, la puissance extraordinaire de cette œuvre qui a pris tant de temps à émerger, la puissance de ses témoignages, la violence de ses prises de vue. Pour moi, c'est quelque chose qui, 85, 30 ans après, est d'une force encore tout à fait intacte. Et donc, je me dis qu'à la lumière de ces souvenirs, à la lumière de cette
proximité que j'ai avec Jacques Chirac, je n'aurais pas dû être surpris par le discours de 1995, voilà, parce que c'était l'aboutissement d'un long processus. Avec le recul du temps, j'en mesure mieux la complexité et la portée historique, car ce discours a bien des aspects. D'abord, c'est, comme je l'ai dit, un discours de bascule. On passe du temps de la réconciliation nationale, si nécessaire dans cette après-guerre marquée de dents de déchirure, au temps de la vérité historique. Et l'heure était venue pour la France de dépasser le mythe, j'oserais presque dire le roman, qui avait été construit sur cette histoire-là, pour affronter la réalité d'une époque. Une réalité, on le sait bien, beaucoup plus complexe, comme l'avait dit jusqu'à présent, une réalité faite d'ombre et de lumière, de pages glorieuses, bien sûr, celle du refus, de la résistance, celle d'un Jean Moulin, celle des héros qui sont entrés au Panthéon hier ou avant-hier, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Germaine Tillon, Jean Zay, cette armée des ombres, si courageuse et si admirable, mais aussi des pages de honte, de complicité, de déshonneur. Et il était temps de dire l'envers et l'endroit de la réalité historique, sans rien occulter et sans rien taire, et c'est Jacques Chirac qui a levé l'interdit, d'une certaine manière, sur cette reconstitution de l'histoire. Ce discours est aussi, je crois, un bel exemple de parole politique. D'abord parce que c'est une parole de vérité. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire sur la fiction de l'après-guerre, qui voulait que le gouvernement de Vichy ne fût point le gouvernement de la France et que tout le pays fût en résistance. Cette fiction-là ne résistait plus au travail des historiens, et Jacques Chirac a eu le courage de dire cette parole de vérité qui était en même temps une parole de courage pour un héritier du gaullisme, même si j'ai dit qu'il n'était pas dans l'équipe, dans la génération des barons, il se sentait comme un héritier du gaullisme, il a eu le courage de franchir cette étape. Il s'agit aussi d'une parole de justice et d'équilibre, je voudrais le rappeler, parce que si Jacques Chirac dénonce sans ambiguïté la complicité de l'État français dans l'œuvre de mort de l'occupant, il souligne aussi le rôle des justes, ces milliers de héros anonymes auxquels il rendra hommage au Panthéon en 2007 auprès de Simone Veil. Il magnifie aussi la France libre, qui se bat dans les sables de Bir Hakeim, comme dans les maquis du Vercors. Il défend, je le cite, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions et à son génie. Donc un discours de rupture, un discours de vérité, un discours de courage et d'équilibre, et une parole évidemment de vigilance, plus que de repentance. Je pense, vous le disiez à l'instant, vigilance parce que la résurgence de la haine et de la barbarie sont hélas toujours présentes et nous menacent. Et aussi une parole d'espérance, parce que c'est l'idée que sur le fondement d'une histoire partagée, eh bien, on peut reconstruire un vivre ensemble. Vous m'avez incité à rappeler ce qui s'est passé après ce discours et l'important travail de justice et de mémoire qui a été accompli. J'ai le souvenir, bien sûr, d'avoir installé la commission Matteoli, qui a poursuivi son travail dans les années suivantes. J'ai même fait la même chose à Bordeaux, dans une commission d'études sur la spoliation des biens juifs. Elle avait moins de pouvoir que la commission Matteoli, mais enfin, elle a permis, là aussi, de jeter la lumière sur un certain nombre de vérités historiques. Il y a eu aussi la mise en place de la commission d'indemnisation des victimes des spoliations, dont l'action de justice se prolonge encore aujourd'hui, mais conseiller d'État qui est là pour en parler plus savamment que moi. Et puis, bien sûr, la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, présidée par Simone Veil et aujourd'hui par David de Rothschild. Cette fondation qui a conduit une action exemplaire. Je cite quelques exemples. Le mémorial Nous Trouvons, l'ouverture du camp d'Émile à l'été 2012, si je me souviens bien, ou celle du mémorial de Drancy, sans oublier son action en matière sociale. Alors, vous m'invitiez à me projeter sur l'avenir, et en tant que responsable politique qui a quelques perspectives d'avenir, sans doute, c'est bien naturel que j'essaie de me projeter sur l'avenir. Rien n'est jamais achevé. Bon. Je crois pouvoir dire qu'il y a eu, on en parlait juste avant d'entrer dans cette salle, de la part de tous les gouvernements qui se sont succédés au cours des dernières décennies, une détermination sans faille pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes et contre toutes les formes de racisme. Détermination plus ou moins couronnée de succès. Bien sûr, les actes d'antisémitisme existent, comme les actes de racisme plus généralement, mais je crois que nous avons tous répondu à cette injonction de Primo Levi, n'oubliez pas que cela fut.
Et je crois que bien sûr cette interprétation reste plus valable que jamais. Parce que l'antisémitisme renaît aujourd'hui ou prospère, si je peux utiliser cette phrase s'agissant de cette barbarie. Mais je serais tenté de dire qu'au-delà de la lutte contre, j'aimerais aussi que nous réfléchissions à l'offensive pour essayer de recréer une harmonie de vivre ensemble dans notre pays. Nous voyons bien autour de nous que la cohésion de la société française est ébranlée aujourd'hui, de plus en plus. Elle est ébranlée parce que le monde change, qu'il s'ouvre davantage, qu'il est plus propice aux mouvements de population, et des mouvements de population différents de ce qu'on a pu connaître au XIXe ou au XXe siècle, et que notre rapport à l'autre devient plus difficile, parce que l'autre est plus différent de nous qu'il ne l'avait été peut-être dans un passé européen. Comment relever ce défi de la relation à l'autre? Il y a deux voies, je crois, le refus et l'exclusion. Et on imagine à quelle nouvelle catastrophe la montée de ce refus et de cette exclusion pourrait nous conduire. Et donc l'autre voie, qui est la seule acceptable pour moi, la plus difficile, c'est celle du dialogue et de l'échange, dans le respect de nos lois, bien sûr. C'est l'ignorance qui engendre la peur. C'est la peur qui nourrit le rejet, et le rejet conduit à la violence, quand ce n'est pas à la barbarie, nous le voyons aujourd'hui. C'est ce terrible engrenage que, de mon point de vue, il faut prévenir, en le remplaçant par un autre cercle vertueux, qui est celui de la connaissance mutuelle, de la compréhension, d'où naissent l'esprit de respect et de partage. On m'a déjà taxé, quand je dis ça, de naïveté. Je mesure bien sûr la hauteur de la montagne à escalader, mais je connais aussi des expériences réussies. Je disais tout à l'heure que le lendemain de Charlie et de l'hypercachère, sans attendre la grande manifestation historique qui s'est déroulée dans les rues de Paris, dans toutes les rues de France, dans Bordeaux même, allant d'une salle de prière musulmane à la grande synagogue de Bordeaux, puis à la cathédrale, défiler ce que j'ai appelé Bordeaux Partage, avec au premier rang le grand rabbin de Bordeaux, accompagné par hasard du grand rabbin de France, qui était à Bordeaux ce jour-là. À ses côtés, Tarek Obrou, l'imam de la mosquée de Bordeaux. À ses côtés, le cardinal Ricard. À ses côtés, la présidente du Conseil des protestants de Bordeaux. Et puis d'autres responsables religieux et spirituels. Et j'étais aussi parmi eux sans que ça choque personne. Et cette mobilisation immédiate de responsables religieux qui ont pris l'habitude de se voir plusieurs fois par an, d'organiser plusieurs fois par an des rencontres, notamment avec des jeunes, pour essayer d'échanger leur point de vue, est un moyen immédiat de faire baisser la tension et la pression et de recréer un climat qui soit moins conflictuel. Ça n'existe pas qu'à Bordeaux, je n'ai pas la prétention d'être exemplaire dans ce domaine. D'autres villes ont des institutions de ce type. J'étais récemment à Strasbourg, qui là vit dans un milieu un peu différent, concordataire, ce qui facilite encore les choses. Mais ce climat de compréhension mutuelle me frappait. J'ai même rapporté de Strasbourg un agenda, un calendrier. C'est un calendrier où il y a toutes les fêtes religieuses, ensemble, toutes. Les chrétiennes, les protestants et catholiques, enfin c'est à peu près les mêmes, les juives et les musulmanes. Pas très facile, mais voilà, ça peut exister, c'est pour ça que je pense qu'on peut escalader la montagne quand même. Mais... Merci beaucoup Alain Juppé pour ces propos d'espoir. Vous avez insisté sur l'effet, le moment de bascule, ce qui était très présent dans nos débats aujourd'hui. La société française était mûre en 1995 et finalement il fallait transformer ce sentiment diffus qui était dans l'air en une parole politique. Vous nous rappelez aussi la force de la parole politique et de la parole tout court, la parole politique comme ce qui appartient à tous les citoyens, le fait de pouvoir communiquer ensemble, et sur cette idée d'équilibre. Et c'est à la relecture de ce discours, on voit effectivement le souci de Jacques Chirac de trouver cet équilibre entre les forces obscures, et puis l'horizon de la lumière des droits de l'homme. Olivier Schrammeck, du point de vue alors du travail accompli après ce discours, et dans lequel on voit, vous allez nous montrer cette remarquable continuité, comme quoi c'est bien de l'État qu'il s'agit. Merci beaucoup Antoine, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Comme nous sommes conviés
à échanger, je vous soumettrai, dans les qualités que Antoine Garapon a rappelées, un certain nombre d'observations et de questions, en vous invitant, si vous le souhaitez, à prolonger par vos questions le débat que j'essaierai d'ouvrir. Je voudrais d'abord dire, mon sentiment profond, c'est que nous devons une reconnaissance, pour le coup imprescriptible, à Jacques Chirac, pour le discours qu'il a prononcé. C'est un discours, vous avez employé le terme, Monsieur le Premier ministre, de bascule, un discours de basculement de notre pensée collective. Nous sommes sortis à ce moment-là d'un moment douloureux, peut-être inévitable, c'est une question à débattre, d'amnésie collective, et en tout cas partiellement volontaire, et nous sommes passés à la consécration d'une vérité historique et d'une conception humaine et spirituelle. Il ne faut pas oublier que la première date, c'est le chagrin et la pitié, 1969, et je rappellerai, en le regrettant, qu'il a fallu 12 ans pour que la télévision publique s'en fasse la représentation. Vous l'avez dit, Antoine, toute proportion gardée, car les événements ne sont pas les mêmes. J'ai vécu en Espagne. Lorsque je suis arrivé, c'était la première fois que se tenait une exposition dans un parc central de Madrid sur l'exil espagnol. Et le roi l'avait honoré de sa présence, qui avait provoqué tout un débat public, débat qui s'est prolongé au moment de l'alternance de mars 2004, lorsque le gouvernement de Zapatero a décidé de mettre fin à un certain nombre d'éléments de vérité officiels. C'est la fameuse période des exhumations, vous en souvenez certainement, qui a profondément frappé l'Espagne, divisée, et qui avait essayé, pour rétablir la démocratie, d'oublier un moment ces divisions. Nous y reviendrons si vous le voulez. Je voudrais souligner ensuite la continuité totale, qui est une continuité de l'État, vous l'avez dit Antoine Garapon, mais pas seulement, qui est la continuité de tous les responsables politiques au service d'une grande cause pour la nation. Cette politique que vous avez lancée, Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre qui vous a succédé, Lionel Jospin, a voulu y rester fidèle en approfondissant, lorsque l'occasion lui a été donnée, en donnant de la dynamique à ce mouvement que vous avez lancé, selon une conception qu'il a voulu diverse et évolutive. En tout cas, l'idée même, c'était de faire porter tous ces effets à ce basculement des conceptions et des consciences qu'aura marqué le discours de Jacques Chirac. Alors je ne vais pas énumérer ici, on pourra en reparler si vous le souhaitez, toutes ces réalisations, et d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, vous les avez mentionnées, mais les dates essentielles remontent évidemment à 1997, et dès une lettre rendue publique le 6 octobre, le Premier ministre a marqué son adhésion complète à la politique que vous aviez lancée, et cette adhésion s'est marquée de différentes façons, par le soutien immédiat du gouvernement à l'aménagement d'un musée devenu mémorial de la Shoah, ici même, aussi à la modification de l'intitulé, c'est très important, de la journée commémorative, nous pourrons y revenir, les mots ont un sens, à la création et à la mise en fonctionnement à un rythme rapide de la commission d'indemnisation des spoliations intervenues du fait des législations antisémites, à l'accord de Washington, dont vous vous souvenez sans doute, qui a donné lieu à plusieurs décrets d'application, à la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et à un problème extrêmement controversé, à savoir le décret d'indemnisation des orphelins victimes de persécutions antisémites. Tout cela a été réalisé directement à Matignon, autour et par la volonté du Premier ministre. Alors vous avez parlé de la situation antérieure, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais
en dire quelques mots. Il y a eu une période, en effet, de silence, où le pays, relatif, mais tout de même lourd, où le pays a voulu mettre en avant la résistance. Et il a laissé dans le clair-obscur la défaillance. Il a voulu montrer, mais beaucoup de familles frappées partageaient ce sentiment, et je puis faire référence aussi à mon histoire personnelle, qu'il fallait respecter cette volonté exprimée par le gaullisme qui avait voulu assurer le renouveau de la représentation internationale et de l'essor de la France. Les familles décimées et atterrées par le désastre provoqué par le triomphe de l'antisémitisme spoliateur et monstrueux hésitaient à raviver l'humiliation en le racontant à chaque occasion. Ils ne voulaient pas détonner par rapport à l'atmosphère, d'abord de fête, puis de libération, puis de reconstruction. Il y avait l'image de la France. Ils ne voulaient pas aussi, pardonnez-moi ce terme un peu brutal, paraître se rabaisser par des revendications matérielles. Cette version du discours de Jacques Chirac, Monsieur le Premier ministre, elle n'allait évidemment pas de soi. Elle a eu un aspect libérateur. Cette expression a d'ailleurs été employée dans le dernier discours prononcé par le Premier ministre, Manuel Valls. Il n'y a plus d'atteinte à la France, puisque la France reconnaît sa responsabilité. Et Jacques Chirac a parlé de cette folie criminelle de l'occupant qui a été secondée par l'État français. Il y a aussi l'affirmation d'une solidarité, mot qui a été mis en avant par le discours prononcé à son tour par Lionel Jospin. Mais rien n'allait de soi. On parlait dans ce que nous arrivions du comité Veldiv de 1992. La conception mitterrandienne était toute différente et elle s'accordait avec une conception gaulliste affirmée à l'époque. Celle d'une parenthèse terrible, mais qu'il fallait refermer, celle d'une rupture dans la chaîne des responsabilités. Et encore aujourd'hui, il y a des réactions de toute nature et de toute origine. Jean-Pierre Chevènement a été un de ceux qui se sont exprimés le plus vivement, mais Henri Guénaud aussi, qui continuent à prendre leur distance, voire à refuser la vision du discours de Jacques Chirac. Nous pourrons, si vous le voulez, en reparler. Comment s'exprimait cette vision nouvelle de l'histoire? Eh bien, à l'origine, il n'y avait que des systèmes d'aide cloisonnés et lacunaires. Et on assimilait ce qui s'était passé à des dommages de guerre, juridiquement. Et puis on est passé donc, grâce à ce discours, de l'aide à la réparation par nature générale, qui ne peut être cantonnée à des dommages particuliers, et qui ne peut être purement matérielle, car la réparation n'est pas l'indemnisation seulement. Et la réparation, c'est aussi une restitution, comme y insistait Adisteg, qui a joué un rôle très important auprès de M. Matteoli au sein de la Commission. Cette réparation doit être tournée vers la commémoration, et vous y avez insisté, Monsieur le Premier ministre, l'avenir, l'enseignement, la jeunesse, la recherche de la concorde. Alors tous les discours se sont succédés à la suite de celui de Jacques Chirac, des responsables politiques de tous horizons. Mais je noterai, en les relisant tous à cette occasion, que le discours de Jacques Chirac était un discours de confiance. Il le disait, la France, nous le savons, n'est nullement un pays antisémite. Vous l'avez réentendu. Il s'était prononcé dans le contexte terrible, il est vrai, de purification ethnique dans l'ex-Yougoslavie. Mais l'avenir a été moins sûr, moins confiant, moins prometteur. François Hollande a, dans son propre discours, insisté sur les signes avant-coureurs qui n'avaient pas alerté les consciences. Et même le message de confiance qui doit être réitéré, exprimé à l'égard de l'école républicaine et de la jeunesse, est aujourd'hui instillé de doute. Le contexte s'assombrit. François Hollande s'est exprimé après les terribles événements de l'affaire Mera et Manuel Valls en dernier lieu, après des manifestations et des assauts
où l'on a entendu des slogans de mort aux Juifs. Et donc, la mémoire et le mémorial doivent être aussi un bouclier. Je voudrais prolonger rapidement cette réflexion sur une interrogation sur la notion d'imprescriptibilité. Jacques Chirac a dit que nous étions en face d'une dette imprescriptible, c'est-à-dire d'une dette qui ne peut pas être atteinte par ce qu'a été commis, c'est son expression aussi, vous le savez, l'irréparable. Un gouvernement, une administration de notre pays ont commis l'irréparable. Antoine Garapon, vous avez réfléchi sur la réparation de l'histoire. Vous en parlerez, ou vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Mais l'essentiel, c'est d'assumer par la mémoire. Lionel Jospin disait « La mémoire est précieuse et fragile. Pour vivre, elle doit servir, elle doit marquer les comportements personnels et publics. » Alors, on a encore tout récemment entendu des critiques sur la fréquence et l'excès des commémorations. On ne peut jamais tourner la page. La commémoration, c'est-à-dire se souvenir ensemble, ne peut jamais être excessive à la condition que, sur cette base, nous nous projetions ensemble dans un avenir collectif. Pour autant, l'imprescriptibilité ne peut pas être prise au pied de la lettre dans l'absolu dans sa conception purement juridique. Et c'est le président de section au Conseil d'État qui réapparaît à un moment. Le Conseil d'État a tiré explicitement les conclusions du discours de Jacques Chirac. C'est très rare d'assister à cette imprégnation directe du droit positif exprimé par la jurisprudence du fait de la reconnaissance publique et politique des valeurs qu'exprime la plus haute autorité de l'État. Il y a eu d'abord la décision qui peut paraître paradoxale du 12 avril 2002 dite Papon, où la responsabilité de l'État a été reconnue par une atténuation de la responsabilité de M. Papon. C'est en cela qu'elle peut paraître paradoxale. Et puis il y a aussi, vous l'avez mentionné, Antoine, la décision Hoffmann-Gleiman d'Assemblée du 16 février 2009. Il se trouve que je siégeais parmi les juges qui ont jugé cette décision et par conséquent, je suis évidemment tenu par le secret des délibérations. Mais il y a des choses que je peux vous dire. D'abord, je pense, connaissant un peu la jurisprudence du Conseil, que c'est un des plus grands arrêts du Conseil d'État et qu'il n'a pas jusqu'à présent été commenté, outre quelques revues juridiques, à la mesure de sa dimension. Il affirme que l'imprescriptibilité ne peut s'appliquer à la réparation. Il y a qu'une seule exception qui a été affirmée par un autre arrêt d'Assemblée, beaucoup plus récent de 2014, qui est relative à la restitution des œuvres dites MNR, Musées nationaux récupération, expression du temps. Vous avez dit, Antoine, que l'argent peut fausser la justice. On peut clore, c'est ce qu'a entendu faire le Conseil d'État, un cycle de réparation, mais dès lors seulement qu'on prend appui sur la parole la plus officielle, la plus autorisée. Je ne vais pas être trop long, mais le corpus central de cet arrêt est si fondamental pour notre réflexion que je voudrais me permettre tout de même de le citer. La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'État dans leur déportation, ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser dans la mémoire de la nation leurs souffrances et celles de leurs familles. Et le Conseil d'État de citer le président de la République qui a, le 16 juillet 1995, solennellement reconnu, à l'occasion de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, la responsabilité de l'État au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait, se disant gouvernement de l'État français, avait considérées comme juives. Enfin, ajoute le Conseil d'État, le décret du 26 décembre 2000 a reconnu d'utilité publique, la Fondation pour la mémoire de la Shoah en décrivant son objet. Le Conseil d'État n'est pas bavard. Il est rare qu'il s'exprime de cette façon claire, intelligible et, je le crois, forte et décisive. Quelques mots pour terminer sur le rôle que doit jouer le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui aussi, et là je m'exprimerai un peu plus officiellement, dans la préservation à la fois de la concorde, dans la diversité,
que vous avez mentionnés, à travers notamment un calendrier, Monsieur le Premier ministre, mais aussi dans la protection de droits fondamentaux qui sont toujours mis en cause, dans la tentation des discriminations de toute nature. Bien sûr, nous avons la conscience, Manuel Valls le disait dans son discours, que dans un monde trop plein d'images, la mémoire est souvent fragile. Mais nous avons une responsabilité d'abord de résistance contre tous les dérapages. Chacun se souvient de la question sous influence juive. Nous avons une responsabilité de résistance face à des chaînes satellitaires qui se multiplient et dont nous avons la lourde responsabilité de veiller à ce qu'elles ne propagent pas des messages de haine et d'antagonisme. Et puis, nous devons veiller aussi, même si nous n'avons pas de responsabilité éditoriale, à ce que le service public de l'audiovisuel, notamment, illustre sa part de réflexion et d'apprentissage sur ce qui s'est passé durant cette période. Il l'a fait, et tout récemment, je ne citerai que la série de documentaires jusqu'au dernier qui a beaucoup frappé, et à juste titre. Et puis il le fait aussi à travers sa participation au concours national de la résistance et de la déportation, auquel a rendu hommage le président de la République récemment en organisant, le 8 mai dernier, une cérémonie à l'Élysée. Alors je ne conclurai pas, évidemment, puisque nous ouvrons un échange, mais je dirais que l'imprescriptibilité est aussi spirituelle, d'abord spirituelle, car rien ne saurait être prescrit pour l'esprit. Mieux vaut accepter d'être endetté par l'histoire, avez-vous dit Antoine, pour des créances que l'on ne peut apurer, mais que l'on peut positiver. L'imprescriptibilité, c'est aussi la volonté du politique, former une société plus solidaire, construire une histoire commune. Les blessures ne sont jamais complètement cicatrisées. L'humiliation nécessite de n'être jamais oubliée. Je citerai une dernière fois Lionel Jospin, la mémoire est une exigence républicaine, il n'y a pas de nation sans mémoire. L'exigence est de conforter la communauté nationale. Évidemment, nous sommes confrontés à un sentiment de fragilité. Jacques Chirac disait, dans son discours, citant la Bible, le Deutéronome et le Lévitique, « N'oublie jamais que tu as été étranger en pays d'Égypte. » Bien, il faut faire en sorte que personne ne se sente étranger dans son propre pays. C'est cela, me semble-t-il, et je ne peux que m'accorder complètement avec ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre. Il faut faire le choix de l'espoir. On se rend compte que ce choix, il est escarpé et accidenté. Mais il est notre chemin, il n'y en a pas d'autre. Merci beaucoup et merci beaucoup pour avoir rappelé l'action de l'État et du Conseil d'État. Ce qui est tout à fait remarquable dans cet arrêt du 14 février, c'est que et on le constate dans beaucoup d'autres pays, mais la France est exemplaire. C'est-à-dire que réparer, donner de l'argent, une somme qui n'est assortie d'aucun discours, d'aucune parole de justice, ne rend pas justice. Au contraire, elle risque d'aiguiser le ressentiment. Et la force du discours de Jacques Chirac, c'est d'avoir remis les choses dans le bon ordre, d'avoir fait précéder le programme de réparation que vous avez initié, Monsieur le Premier ministre, de l'avoir fait précéder d'une parole disant le sens que cette réparation allait avoir. Et je crois que c'est la bonne manière de faire les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite, ces programmes de réparation n'ont soulevé aucune polémique. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, et c'est en cela que ce discours est tout à fait fondateur. Ce qui est quand même assez rare, je ne suis pas magistrat de l'ordre administratif, c'est qu'un arrêt se réfère à des discours de président de la République. Donc, ce qui prouve qu'il prend une valeur ou une dimension qui va bien au-delà d'une simple expression orale. Il devient un des fondements du droit. Peut-être qu'on peut même dire cela, d'une certaine manière. Donc c'est dire son importance. J'adhère tout à fait à ce qui a été dit par Olivier Schrabeck. Bien sûr que la mémoire est absolument essentielle,
L'école joue de ce point de vue-là un rôle tout à fait essentiel aussi. C'est difficile en ce moment. C'est difficile. Hein. Vous disiez tout à l'heure que tout ceci est acquis désormais. Non, tout ceci n'est pas acquis. Il y a des enseignants qui viennent nous voir. J'ai la chance de ne pas en voir trop à Bordeaux pour nous dire, lorsque nous parlons de ces événements, lorsque nous parlons de la Shoah, lorsque nous parlons de cette tragédie du XXe siècle, il y a des contestations, il y a même des refus d'entendre, des refus d'écouter. Hein. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'une détermination absolue. J'ai bien vu ça quand on a eu à gérer l'affaire de Dieudonné, à Bordeaux, où j'avais interdit son premier concert pour menace de trouble à l'ordre public. On a constaté que très souvent, on ne réagissait pas lorsqu'il y avait des dérapages, qu'il n'y avait pas de plainte, qu'il n'y avait pas de saisine de la justice, et que donc ça filait. Hein. Je crois que là-dessus, il faut être d'une vigilance extrême et ne rien laisser passer, hein, parce que ça, sinon, les choses se détériorent très rapidement. Lutter aussi de façon très déterminée contre les discriminations. En ce moment, je ne veux pas trop vous parler de Bordeaux, c'est une de mes manies naturellement, mais se déroulent dans ma ville les états généraux de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. J'ai dans mon conseil municipal un adjoint chargé des luttes contre la discrimination et j'ai institué un petit comité qui s'appelle le COBAD, le comité bordelais de lutte contre les discriminations, toutes les formes de discrimination, évidemment racisme, antisémitisme, mais aussi homophobie, etc. Et on arrive à créer un climat comme ça de vigilance dans la ville qui, je crois, explique peut-être que les relations y soient relativement apaisées. Donc voilà, ça ne se fait pas tout seul, ça ne va pas de soi, il faut être en permanence en initiative pour éviter que le démon ne ressurgisse. Une dernière question que nous nous sommes posée, donc que je vous retransmets. On a beaucoup parlé cet après-midi des risques politiques. Et comment appréciez-vous, à 20 ans de distance, les risques que prenait Jacques Chirac en 1995 ? Étaient-ils réels ? Étaient-ils conséquents ? Est-ce que finalement le consensus rapidement acquis, qui s'est manifesté après, était prévisible ? Vous l'avez dit vous-même, les temps étaient peut-être mûrs. Les temps étaient peut-être venus. Hein. Il y avait eu une longue histoire. Derrière tout cela, des travaux historiques, des manifestations artistiques, les brouillards que vous avez cités. Mais le défi était considérable. Hein. Et d'ailleurs, vous avez cité quelques personnalités qui se réclament du gaullisme, qui traînent encore des pieds. Hein. Donc ça veut dire que tout n'est pas absolument purgé. C'était un risque. Il l'a pris. Il se trouve qu'il l'a fait avec en position de force. Il venait d'être élu. Il avait une légitimité, une force. Son discours, on l'a tous relu évidemment avant cette manifestation. C'est pas un discours de 3 heures. Hein. C'est pas un discours à la Fidel Castro. C'est un discours relativement court. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il a cette force qui fait que bon, voilà. Il est passé. Et il y a des cas où, voilà, c'est celui qui est peut-être, du fait de son appartenance politique, le moins bien placé pour dire cela, qu'il appartient de le dire, parce que ça fait le silence dans les rangs, d'une certaine manière. Merci beaucoup. Alors, la parole maintenant est à la salle pour un débat, pour des questions, pour des observations, des éclaircissements. Alors, je vous demanderai juste de vous présenter d'abord et de poser rapidement votre question. Monsieur. Oui, bonsoir. André Silam, je suis blogueur à l'occasion. Donc, j'ai une question politique. Comment on peut expliquer que deux gaullistes comme le général de Gaulle et Jacques Chirac d'un côté, et puis de l'autre côté, François Mitterrand et François Hollande, aient des positions complètement opposées? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement en Turquie, au moment de la commémoration du génocide arménien? Le fait que Erdogan dit que l'Empire ottoman, c'est pas nous, on n'est pas responsable du génocide arménien. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre ce qui se passe en Turquie et puis ce qui s'est passé en France, et même le débat qui encore a lieu actuellement? Je pense que quand vous opposiez De Gaulle et Chirac, Mitterrand et Valls, c'était l'un par rapport à l'autre, et pas les deux contre les deux. Bah, la réponse, elle est, de mon point de vue, assez facile, question de génération. Hein. Dans les deux cas, on a des hommes qui n'ont pas vécu la même histoire. On peut, je ne sais pas si on peut dire comprendre, enfin, on peut expliquer que le général de Gaulle
bon, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, qui a été en charge de la libération et de la réconciliation et fait prévaloir les exigences de la réconciliation sur peut-être les exigences de la vérité historique. Jacques Chirac n'a pas vécu la même histoire, il n'a pas assumé les mêmes responsabilités, il avait plus de recul par rapport à tout ça, et ça peut expliquer effectivement que son point de vue ait été différent. Et je pense, mais là je suis moins spécialiste de Mitterrand et de Valls, qu'on peut dire toute proportion de... C'était Hollande, pardon, excusez-moi, Hollande. Mais bon, c'est aussi un peu les mêmes générations. Je pense que c'est aussi globalement une affaire de génération. Je me garderai bien de porter de jugement sur l'histoire de Mitterrand pendant toute cette période, mais enfin, je me bornerai à cette explication-là. Merci beaucoup. Sur la Turquie, pardon. Oui, sur la Turquie, la France, vous l'avez vu, a inscrit dans sa loi la reconnaissance du génocide arménien. Elle a eu raison, bien entendu. Bon, la Turquie n'a pas fait ce que la France a fait. Elle n'a pas fait son examen de conscience. Et il y a encore dans la société turque de très fortes résistances politiques, mais même sociétales. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, en Turquie, il y a 20 millions de Kurdes. Hein, donc ce qui peut expliquer les tensions politiques. Et là encore, comme toujours, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a dans la société kurde, heureusement, des forces qui disent on ne pourra pas en rester là. Il faudra bien qu'à un moment ou d'un autre, on regarde nous aussi notre histoire dans les yeux. C'est pas mûr pour l'instant. Michel Muller, du comité Veldiv 42. Je voudrais rendre hommage à la magistrature et à Bordeaux, parce qu'à cette époque, j'avais été convié, en tant que membre du comité Veldiv 42, à prendre la parole à l'école de la magistrature à Bordeaux. Alors, je m'étais préparé à être très virulent, et j'ai été vraiment stupéfait de voir à quel point les élèves étaient plus que moi encore, pour parler des tribunaux d'exception de Vichy, pendant l'occupation. Voilà, ça c'est un hommage. Maintenant, j'ai une question à poser. Je n'étais pas là au début de l'après-midi, peut-être y a-t-il été déjà répondu. Je voulais savoir quelle a été l'attitude de Mitterrand après le discours de Chirac. Non, il n'était pas mort, pas tout de suite. Non, il n'est pas mort tout de suite. Il était fatigué, c'est vrai. Il était éloigné de la vie politique. Mais je ne sais pas répondre à cette question. J'avoue que je ne sais pas. Peut-être que... Oui. Est-ce que vous pourriez parler à un micro parce que tout le monde entende votre réponse, Serge Karsfeld? Il n'y a qu'un seul témoin, c'est Georges-Marc Benamou, qui a écrit un ouvrage, mais on ne peut pas vérifier si tout est exact, et qui a dit que ce jour-là, il était absolument furieux du discours de Jacques Chirac. Oui. Et qu'il n'admettait pas, effectivement, la phrase « ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable ». C'était la phrase essentielle à laquelle il adressait des reproches. Bien sûr, c'est une des phrases. Alors, on a insisté sur la dette imprescriptible. Je trouve que le terme d'irréparable est extrêmement puissant et extrêmement juste également, parce qu'effectivement, c'est un crime irréparable et toute la question politique est comment vivre avec l'irréparable, la politique étant peut-être la seule manière de se sortir de l'irréparable en se projetant vers l'avenir. Je suis très sensible, monsieur, excusez-moi, puisqu'un hommage a été rendu à l'ENM, institution à laquelle j'appartiens, effectivement, mais ça fait partie de la libération du discours, c'est-à-dire je crois que l'effet du discours de Jacques Chirac a été, on l'a dit d'ailleurs tout au long de cet après-midi, a été de libérer la parole, et libérer la parole parmi toutes les institutions, y compris l'ENM. Non, vous avez rendu hommage à Bordeaux, mais Bordeaux se contente d'être le lieu d'accueil de l'ENM, donc voilà, c'est ce que je veux dire. Non, sur la France a commis l'irréparable, ce qui me semble encore plus important que l'irréparable, c'est la France, puisque tout ce qui s'était passé avant, c'était que c'était pas la France, que c'était, bon, je vais pas vous refaire le topo, vous le connaissez mieux que moi, c'était un État français qui n'était pas la France. Et ce qu'il y a de révolutionnaire dans la pensée de Chirac, c'est que c'est la responsabilité de la France. Et si vous permettez d'ailleurs, puisque on faisait référence aux réactions
publique. Alors moi, je ne peux évidemment pas témoigner de celle de François Mitterrand, mais je suis très frappé en relisant la tribune qu'avait donnée à Libération Jean-Pierre Chevènement, qui n'était pas très éloigné sur ce point, comme chacun le sait, et qui disait, il l'a repris d'ailleurs dans un blog tout récemment, que le président de la République reconnaît sans doute, involontairement d'ailleurs, ajoute-t-il, une certaine légitimité à Vichy. Mais c'est prendre le problème complètement à l'envers. Et donc il y a une différence de conception qui reste conceptuellement fondamentale. Je voudrais ajouter, puisqu'il a été fait référence au référé devant le Conseil d'État sur les spectacles, si je puis dire ainsi, de Dieudonné, que le Conseil d'État lui-même fait référence dans sa motivation à l'affaire Hoffmann-Gleeman. Et donc, c'est une chaîne politique et juridique qui se continue. Et d'ailleurs, je crois que si le juge administratif s'est ainsi porté en avant, c'est parce qu'il y avait une nécessité immédiate auquel le juge pénal, qui n'est suspect d'aucune mauvaise intention, n'avait pas eu l'occasion et la possibilité de répondre à temps. Enfin, un dernier point. On a parlé beaucoup de consensus après le discours de Jacques Chirac. Ce consensus, il faut le dire, et c'est un peu mon rôle d'en témoigner, n'a pas été complet sur certaines des mesures qui ont été prises. Je pense notamment à une mesure pour laquelle Serge Klarsfeld a beaucoup milité, qui est l'indemnisation des enfants de déportés disparus. Il y a eu un vrai débat, un débat public, un débat au sein de l'État et un débat contentieux après. Car ces mesures ont été contestées au nom du principe d'égalité. Et je peux témoigner qu'il s'agit d'une décision personnelle de Lionel Jospin, qui n'a pas toujours été approuvée tout autour de lui. Oui, je voudrais justement réagir par rapport aux derniers propos que vous venez de tenir, Monsieur Olivier Schrammeck. Juste après deux observations, on a rendu hommage bien évidemment à Jacques Chirac, à son discours, à ses propos, à Madame Christine Albanel qui tenait la plume. Je tiens personnellement, en tant qu'ancien président du CRIF, à rendre hommage à Alain Juppé qui, à la soirée du dîner du CRIF de 1997, a annoncé la création de la commission Matteoli. Et puis aussi, donc, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Olivier Schrammeck, en tant que directeur de cabinet, je pense, de Monsieur Jospin, qu'il avait suivi, finalement, la voie qui avait été tracée par Monsieur Alain Juppé. Et donc, je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous avez indiqué tout à l'heure, par rapport à une question de vocabulaire et sur le plan juridique. Dette imprescriptive, la France a commis l'irréparable. Ce que vous disiez à l'instant par rapport à ce qui a été attribué aux enfants orphelins sur une décision de Lionel Jospin prenant ses responsabilités, je voudrais, moi, observer que je considère qu'on est entré dans un système indemnitaire avec notamment la commission Matteoli et la commission de réparation des spoliations dont ont été victimes les Juifs, et aussi dans un système indemnitaire, entre guillemets forfaitaire, en ce qui concerne les orphelins de déportés, mais qu'on n'a pas réparé. La réparation, elle est morale, et elle existe, cette réparation morale, du fait des termes employés dans le discours de Jacques Chirac au nom de la France, mais le reste est pour moi simplement indemnitaire et il n'y a pas de réparation. C'était tout simplement ce que je voulais dire en termes de vocabulaire. Oui, je voudrais simplement abonder dans ce sens. Il n'y a pas de réparation au sens propre du terme et surtout pas au sens matériel du terme. Il y a une part, c'était ce que la Distec disait, de restitution, mais fondamentalement, il y a la réparation parfois d'urgence, s'agissant justement de ces orphelins, de certaines situations dramatiques
qui avait été ignoré. Il faut rappeler qu'il y a eu 42 régimes d'aide qui ont été décidés, 28 fois modifiés, et que ces régimes d'aide étaient complètement cloisonnés, laissaient des béances complètes. Et c'est dans le droit fil du discours de Jacques Chirac et des initiatives d'Alain Juppé puis de Lionel Jospin qu'on a eu une conception plus large de la notion de réparation. Mais cette notion est par nature insuffisante. Et elle ne peut que l'être. Et d'ailleurs, c'est l'esprit, j'ose dire la philosophie de l'arrêt Hoffmann-Lehmann. C'est qu'on ne peut pas en rester à cette perspective, même s'il y a nécessité. Je peux ou pas? Oui, bien sûr. Juste pour dire que personnellement, je ne manque jamais une occasion de rendre hommage à Jacques Chirac. Et s'il a fait un grand discours en 95, c'est moi, il a fait un immense discours en 95 que l'on peut effectivement décliner, y compris dans sa dimension politique, mais aussi juridique. Je crois qu'il faut dire, et c'est suffisamment rare en politique pour que ça puisse être salué aujourd'hui, que Jacques Chirac a accompagné ces mots d'actes. Je crois qu'on peut rappeler qu'il est à l'origine de la création de la HALD, qu'il est à l'origine de la mise en place du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qu'il a, et on le connaît mal, prononcé un très grand discours au Chambon-sur-Lignon. Donc, à ce moment-là, il était aux affaires et il a appelé tous les corps d'État et tous les citoyens français au sursaut parce que déjà, il y avait beaucoup d'actes antisémites et racistes contre lesquels il fallait s'insurger. Et là, en fait, ce qu'il disait, si en 95, j'ai parlé pour une époque et concernant une époque qui n'était pas la mienne, là je suis aux affaires et je reconnais ma responsabilité et je dis qu'il faut agir, réagir et qu'il faut ce sursaut. Donc ce que je voulais dire là, c'est qu'il était intimement habité et animé par cette volonté de justice, de mémoire, etc. Pour ce qui me concerne, ça s'est aussi traduit par ce secrétariat d'État aux droits des victimes qu'il m'a confié. Et dans ma mission, il y avait aussi ces aspects-là. Donc, ce qu'il faut prolonger, et ce que ses successeurs prolongent, c'est ça. Et je crois qu'il faut les encourager. C'est juste ce que je voulais dire. Il y a une question. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la personnalité de Jacques Chirac. Hein. C'était au très fond de ses convictions, de sa philosophie, de son humanisme. Oui, je voudrais ajouter aussi que Jacques Chirac n'a eu de cesse de rendre hommage à l'action de résistance et notamment à l'action des justes. Et je voudrais rappeler la cérémonie extrêmement émouvante qui s'est tenue en 2007, qui était une forme de panthéonisation des justes et le discours qu'il a prononcé à cette occasion. Merci, Claude Casse. Oui, Claude Casse, avocat. Est-ce qu'on pourrait inscrire la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État français dans ce cercle vertueux de la mémoire qui a permis depuis maintenant plusieurs décennies de voir en Argentine, au Chili, mais aussi au Maroc, mais aussi en Afrique du Sud, justement cette mémoire qui a pu s'exprimer à travers ces commissions de réconciliation et qui ont permis justement cette réconciliation. Ça me semble tout à fait important de pouvoir inscrire au niveau international cet événement dans ce cercle vertueux de la mémoire. Et je voulais dire également, en ce qui concerne l'imprescriptibilité, que c'est une notion tout à fait essentielle. Je voudrais juste donner un exemple. Nous avons jugé en 2010, en France, à Paris, 14 officiers chiliens responsables de l'assassinat de 5 franco-chiliens en 1973. Rendez-vous compte, entre 1973 et 2010. Et ce fut le premier, le seul procès dans la communauté internationale du système
donc organisée par Pinochet pour assassiner effectivement des milliers et des milliers de citoyens chiliens. Alors, cette notion d'inscriptibilité, Monsieur le Conseiller d'État, vous savez en ce moment qu'au niveau de la Cour de cassation, il y a un débat, il y aurait peut-être une remise en cause. Soyons vigilants pour nous permettre que la justice, mais pas seulement la justice, la volonté, la mémoire, puisse continuer à s'exercer en fonction notamment de ce principe d'imprescriptibilité. La mémoire s'exprime évidemment aussi par le droit, et vous avez raison d'appeler à cet égard à la vigilance. Je voudrais simplement, parce que ma citation n'était pas complète tout à l'heure volontairement, dire que le premier jalon de l'assise juridique sur laquelle s'est appuyé le Conseil d'État dans sa motivation, c'est précisément la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité tels qu'ils avaient été définis par la charte du tribunal international de Nuremberg. Donc cet élément était tout à fait présent dans la motivation. Vous parlez de créer un cercle vertueux international de l'imprescriptibilité. La question que vous avez posée tout à l'heure sur la Turquie vous apporte hélas un élément de réponse. C'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui, compte tenu du sacro-saint principe de la souveraineté des États, nous sommes tout à fait en situation pour étendre ce cercle vertueux au-delà des pays qui s'y sont engagés. Il y a quand même un élément essentiel, j'aimerais bien avoir d'ailleurs, c'est un peu fréquent de se poser des questions entre intervenants à la tribune, le point de vue de M. Schrabeck, qui est un juriste éminent. Moi j'ai fondé beaucoup d'espoir sur la Cour pénale internationale, parce que c'était une façon de répondre à votre question. Là aussi, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, vous avez aussi la commission cherchons nouveau nom de l'ONU qui siège à Genève, la commission des droits de l'homme, voilà ce qui me revient. Donc il y a un certain nombre, il y a une amorce, si vous voulez, de justice internationale, voire de justice pénale, qui va dans le sens que vous souhaitez, mais on voit toutes les réticences auxquelles cela se heurte. La Cour pénale, il faut que les États en acceptent la juridiction pour que cela puisse produire des effets. Donc c'est un mouvement. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui le multilatéralisme soit en bonne santé, ni sur le plan pénal, ni sur le plan commercial, ni sur le plan politique, ni dans beaucoup d'autres plans. Oui, mais merci de m'inciter à rêver. Je vous rappelle que le multilatéralisme est toujours un des axes majeurs de la diplomatie française. Nous ne cessons de rappeler que nous sommes attachés à ce principe. Oui, Monsieur le Premier ministre, puisque vous m'avez interrogé, je peux y dire que mon adhésion aux doutes que vous avez exprimés. Bien sûr, ces doutes ne doivent pas être décourageants, mais on le voit très bien, les États se défendent. Ils se défendent d'abord en menaçant de leur non-adhésion à des instruments internationaux. Ils se défendent aussi en réservant un certain nombre de situations concernant notamment leurs propres forces armées. Et puis, en la matière, le droit est toujours mêlé de politique. Et hélas, la Commission des droits de l'homme s'illustre malheureusement, particulièrement en ce sens. Car combien de discours au nom des principes sont en réalité des discours de politique nationale? Juste deux mots, la vigilance est évidemment indispensable. Je voudrais réinsister d'une part sur le rôle de l'école et ses difficultés que vous avez mentionnées, Monsieur le Premier ministre, mais c'est le creuset de la conscience individuelle et collective. Seulement, l'école laisse partir après des jeunes qui n'ont pas toujours véritablement assimilé son message ou qui le perdent en route après coup. Et donc, c'est là, en qualité de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que je voudrais dire à quel point les médias restent ou peuvent rester, s'ils en ont la vocation et la volonté, un ciment de la connaissance de notre diversité et du respect des autres. Et ils doivent aussi exprimer la réalité très diversifiée de notre société. Ils doivent nous rassembler et nous ressembler. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.